بعدها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Cette nouvelle émission que j'ai intitulée La physique comme elle ne vous a jamais été racontée, c'est à la mémoire de ceux qui ont construit la physique, de ces grands savants, de ces grandes personnalités de la physique qui ont contribué au développement de la science et au développement particulièrement de la physique à travers les âges. Depuis Aristote jusqu'à aujourd'hui, le plus grand physicien qui puisse exister dans notre monde. Cette émission va vous faire voyager de l'infiniment petit à l'infiniment grand, comment les grands physiciens sont arrivés à déterminer des lois, les lois de la physique, les lois qui régissent notre univers, les lois qui régissent notre monde, les lois qui régissent la nature et cette relation intrinsèque entre des équations mathématiques et les phénomènes de la nature. C'est à travers cette histoire que je raconterai chaque jour, à travers le dénouement de la science, à travers la pensée, une pensée transcendante parfois, de l'imaginaire de certaines personnes qui ont pu découvrir des choses qui étaient impossibles à penser au départ. Car comme l'a dit Bachelard, parfois il faut imaginer l'impossible pour découvrir le possible. Et dans ce sens, parfois il faut réfléchir contre son cerveau, contre la logique que nous développons individuellement dans notre cerveau. Aujourd'hui, je vais principalement parler des équations. Et j'ai intitulé cette contribution comme l'hymne à la beauté des équations. Pourquoi nous disons que parfois certaines équations sont belles? Qu'est-ce que ça veut dire la beauté des équations? Les équations, nous les connaissons en mathématiques. Une beauté d'une équation mathématique est parfois au-delà de nos pensées. Et puis particulièrement, je vais parler de la beauté des équations physiques essentiellement. Alors, vous me dites, pour moi, une équation, c'est comme une poésie. Quelle est donc cette relation entre une équation et une poésie? Comme l'ont certains imagé cette relation entre les mathématiques et la poésie, c'est comme un oignon. De l'extérieur, il paraît lisse, intrigant. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, à fur et à mesure qu'on l'épluche, on commence à le découvrir. On commence successivement à connaître le sens, à connaître ce qu'il y a à l'intérieur, ses senteurs, ces odeurs qui nous donnent donc un état de cet élément qui est l'oignon. On commence à définir l'oignon. Et donc, une équation, c'est comme ça. Au départ, elle est intrigante, c'est une équation. Donc, il lie donc, certains paramètres. Et puis, à fur et à mesure qu'on commence à chercher la vérité dans cette équation, on découvre son sens, on découvre beaucoup de choses aussi importante que ce que nous pouvions imaginer au départ. Et la poésie est ainsi. La poésie, ce sont une succession de mots tellement dans leur construction, ils sont en harmonie. Et ensuite, plus on le lit, plus on découvre un sens dans ces poèmes. Et donc, les grandes équations sont un stimulant aussi riche que la poésie pour l'imagination. L'imagination. Je ne cesse de répéter ce terme, l'imaginaire, parce que une belle équation, c'est celle qui nous transcende au-delà d'un imaginaire aussi perfectionné qu'il soit. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire une équation en mathématiques? Parce qu'une équation est profondément l'expression d'un équilibre parfait. Cette équation, quand on la regarde,
Quand on dit qu'elle est belle, c'est qu'en fait, elle révèle un équilibre parfait entre les grandeurs qui constituent cette équation. Pour un mathématicien pur, c'est-à-dire un mathématicien qui vit dans son imaginaire, qui vit dans la transcendance de son esprit, d'accord, une équation pour lui est indifférente de la science, indifférente de la signification physique qu'on peut donner à une équation pour un mathématicien pur. C'est un énoncé abstrait, n'ayant rien à voir avec la réalité. Parce que pour un physicien, une équation reflète la réalité, en fait. Mais pour un mathématicien, l'équation reflète un abstrait. Et donc, lorsqu'il écrit, par exemple, une équation du type y égale x plus 1, on considère les symboles qui représentent cette équation comme des symboles abstraits et qui ne représentent rien, en fait. Est-ce qu'ils existent réellement? Bon, ben non. C'est que ces termes-là, ces symboles qu'ils utilisent, ne reflètent qu'un moyen de pouvoir relier certaines grandeurs ou certains paramètres. Et donc, pour un mathématicien pur, ces équations ne reflètent rien par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons. Et donc, ce que nous pouvons dire, c'est quoi en fait une équation mathématique? Nous savons tous qu'une équation en mathématiques, elle répond à un problème posé. Et quand il y a un problème posé en mathématiques, il ne peut y avoir qu'une seule solution à ce problème posé. C'est-à-dire que pour un physicien, quand il veut déterminer la beauté de cette équation, il faut qu'il la vérifie expérimentalement. Est-ce qu'elle répond à la réalité? Est-ce qu'elle est réellement l'image d'un phénomène physique ou un phénomène naturel dans notre réalité? Mais pour un mathématicien, sa vision donc, de démonstration n'est faite qu'à travers un raisonnement. Le raisonnement, la différence entre un physicien expérimentateur et un mathématicien pur, c'est que le mathématicien raisonne et tient un raisonnement cohérent, un raisonnement logique qui aboutit à l'explication ou la vérification de son équation. Mais pour un physicien, une équation n'est dite vraie que si elle est vérifiée expérimentalement. C'est-à-dire qu'il faut vérifier l'existence et la véracité de cette équation. Plus une équation est belle, plus elle reflète profondément la réalité. Et donc, si par exemple les autres sciences, telles que la physique, ils se développent principalement dans les laboratoires, nous avons besoin de mettre en place des expériences pour pouvoir vérifier la véracité d'une équation et d'une pensée théorique qui a été développée par des savants. Mais pour un mathématicien, l'équation ne représente que sa transcendance de son esprit, de son imaginaire. Il imagine donc des équations qui sont de plus en plus complexes et qui représentent aussi la complexité de ce monde, la complexité de cet imaginaire pour pouvoir réellement trouver cette équation qui reflète la plus grande beauté dans sa construction. Et donc, si je résume tout cela par rapport à un grand mathématicien, Paul Erdos. Paul Erdos est un mathématicien qui a été le plus prolifique en matière de publication. Il a publié plus de 4000 articles en mathématiques. Et ce qu'il dit? Il dit que les mathématiques sont une quête de la beauté et de la vérité. En fait, donc, pour lui, les mathématiques, c'est ce que j'avais dit au départ, ce n'est rien d'autre que d'imaginer les choses les plus belles et découvrir la vérité de ce que nous avons pu imaginer. Et donc, mais ce qui est merveilleux en fait, ces équations mathématiques qui sont abstraites, qui sont dans notre imaginaire, nous nous posons la question,
est-ce que ces équations mathématiques n'ont rien à voir avec le fonctionnement de la nature? Est-ce que ces équations mathématiques peuvent représenter la réalité de la nature, la réalité du monde dans lequel nous vivons? Et pourtant, ce qui est merveilleux, c'est que cela se fasse. C'est que la réalité est intimement liée à ces équations mathématiques. Il y a une relation binivoque entre la nature et ses équations. Et cela à travers le génie de certains hommes qui ont conçu les plus grandes théories dans ce monde-là. C'est grâce à cette représentation symbolique que l'équation est devenue des armes les plus puissantes de l'arsenal des scientifiques. Plus un savant devient de plus en plus prépondérant dans son monde, plus ces équations représentent la vérité. Alors, comment se font-ils? Quel est le point de vue de ces grands physiciens, puisque nous parlons de physique? Que représente pour eux la beauté d'une équation? C'est, par exemple, cela il faut le concevoir, ni Einstein, ni Paul Dirac, deux des plus grands physiciens de notre civilisation, qui ont forgé la physique, qui ont répondu à beaucoup de problèmes posés dans notre monde, n'étaient en soi-même de très bons mathématiciens. Nous le savons tous, Einstein n'était pas un très bon mathématicien. Donc, mais ils ont eu cette capacité d'écrire de nouvelles équations plus fécondes et comme s'ils avaient écrit des vers de poèmes aussi beaux que lorsqu'on les entend, où ils dégagent un fond très harmonieux. Et donc, et cela, si je veux encore déterminer pour ces deux personnes-là, c'est quoi la beauté d'une équation? Par exemple, Hans, qui est le fils d'Einstein, il disait toujours qu'une bonne théorie n'était pas qu'elle était correcte ou exacte, mais qu'elle était belle. Donc Hans, le fils d'Einstein, disait de son père que son père, donc en fait, pour lui, une équation, c'est pas qu'elle est correcte ou qu'elle dégage la vérité, mais qu'elle soit belle. La même chose pour Dirac, pour lui, les lois de la physique doivent avoir une beauté mathématique. Donc vous voyez que pour tous ceux qui ont conçu ces équations extraordinaires, pour eux, la construction de cette équation a fondamentalement été conçue sur la base d'une beauté extrême et de l'harmonie des termes qui composent cette équation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une équation qui est belle en fait? Comment peut-on définir une équation qui est belle? Comment définit-on une équation qui est belle? En fait, plusieurs personnes vous disent qu'une équation est belle si elle repose sur ces trois concepts: l'esthétique, la simplicité et la signification. L'esthétique, c'est simplement le savoir si cela a l'air bien une fois qu'elle est écrite. C'est une fois qu'elle est écrite, elle nous paraît belle, par des termes, par des expressions qu'elle dégage. Et puis la simplicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure compliquée dans l'équation, qu'il est difficile de pouvoir assimiler. Et puis la signification de l'équation, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle conduit au progrès et qu'elle est utile. Qu'une équation est utile pour le progrès, pour le développement de l'humanité. C'est ça ce que je veux dire, la signification. Plus elle est utile, plus elle contribue au progrès, plus elle a de la signification pour un être humain de façon générale. Alors, je vais commencer par quelques équations. Je vais d'abord commencer par une des équations qui paraît pour tout le monde, qui paraît pour les mathématiciens ou pour les physiciens, qu'une équation d'une extrême beauté. C'est une équation mathématique. C'est l'équation de Euler. Alors cette équation, comme métaphore, on dit que c'est l'équation de Dieu. Pourquoi? Voilà cette équation d'Euler.
l'équation qui a été écrite de l'air en 1707. Cette équation, vous voyez, nous sommes au 18e, nous sommes au 18e siècle. Donc au 18e siècle, cette équation, qui est l'équation de l'air, exponentielle pi plus 1 égale à 0. Pourquoi cette équation? Elle est d'une extrême beauté. Parce que premièrement, cette équation, elle reflète d'abord, il y a le nombre 0. Le nombre 0, c'est un nombre entier et il représente l'élément neutre de l'addition. Encore, il y a le nombre 1. Le nombre 1 est aussi un nombre entier et il représente l'élément neutre de la multiplication. C'est-à-dire que si on multiplie tout chiffre par le nombre 1, on retrouvera toujours le même chiffre. Donc ces deux termes-là représentent l'arithmétique en mathématiques. Et puis vous avez le nombre imaginaire i, qui représente l'algèbre, et le nombre transcendant pi. Le nombre e aussi, un nombre transcendant et également irrationnel. Donc vous voyez dans cette équation, vous avez de l'arithmétique, vous avez de l'algèbre, vous avez de la géométrie et vous avez des nombres transcendants, c'est-à-dire des nombres au-delà de la réalité, des nombres qui sont au-dessous de tout le monde. Et donc pourquoi on a dit que cette équation est l'équation de Dieu? Parce que si je mets cette équation un terme à gauche et un terme à droite, je vais avoir moins e à la puissance pi, à la puissance pi égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? À gauche, vous avez une expression, moins e exponentielle pi, une expression totalement incompréhensible et transcendante. Il y a des termes transcendants, e et pi, de ce côté, et puis incompréhensible. On ne la comprend pas, mystérieuse. Qu'est-ce qu'elle représente? On ne sait pas qu'est-ce qu'elle représente. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, donc, c'est quelque chose, un nombre transcendant. Peut-il être élevé à la puissance d'un produit, d'un imaginaire et d'un transcendant? Donc, vous avez de l'imaginaire, vous avez de le transcendant, et vous avez quelque chose qu'on ne a pas compris. Et puis, de l'autre côté, vous avez un. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette chose qui est incompréhensible, cette chose qui est transcendante, cette chose qui est dans notre imaginaire et que nous ne comprenons pas. Mais elle est égale à 1, à l'unicité. L'unicité. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? Qu'est-ce qui est unique dans notre univers? Ah ben Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Et donc ce terme imaginaire, ce terme transcendant, ce terme qu'on ne comprend pas, ne peut être que Dieu, il n'y a qu'un. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'équation de Dieu. Et puis je passe à une deuxième équation, l'équation du monde. C'est l'équation de la relativité générale. C'est vrai, c'est une équation qui va vous paraître bizarre, qui n'a peut-être pas de sens pour vous, parce que ça représente des tenseurs en physique. Mais pourquoi cette équation, je l'appelle l'équation du monde? Parce qu'en elle-même, elle nous donne l'image de l'univers dans lequel nous vivons. Vous avez à gauche la géométrie du monde, la forme de l'univers, et à droite, vous avez tout ce qu'il y a dedans, la masse et l'énergie. Quand je dis la forme du monde, vous avez donc à gauche le temps et l'espace. Ce temps et l'espace, d'accord, d'un côté, et de l'autre côté, vous avez la masse et l'énergie. Et en fait, le monde physique, le monde, si nous le représentons en termes de monde physique, ce terme, le monde physique, est représenté par quatre grandeurs. Le temps, parce que nous nous référons par rapport au temps, le présent, le passé, le futur. L'espace, nous nous représentons par rapport à une position dans cet espace. Et puis, nous représentons aussi ce monde dans lequel nous vivons par de la matière. La matière qui constitue ce monde physique. Et puis l'énergie. Tout est énergie dans ce monde-là. Et donc ces quatre grandeurs, le temps, l'espace, la masse et l'énergie, sont dans cette équation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'égalité entre les deux signifie que l'univers définit l'espace-temps qui le contient. C'est-à-dire il n'y a ni sans l'univers, il n'y a ni espace, ni temps. Et l'espace-temps contraint l'existence de l'univers. Et il lui impose sa géométrie en chaque point. L'espace-temps est créé, formé et déformé par les masses
et les énergies qu'il contient. Donc, l'univers est fini, mais illimité. C'est cette équation, donc elle reflète en elle-même, d'accord, ce monde physique tel que si nous le voyons en tant que réalité propre à nous, donc le temps, l'espace, le temps et la masse et l'énergie. Et donc c'est pour ça que cette équation est l'équation du monde. Ensuite, l'équation de la vie. L'équation, ce que j'ai appelé l'équation de la vie, E égale mc2. C'est cette équation qui nous reflète en fait cette relation entre la masse et l'énergie. Ça veut dire que toute masse peut être transformée en énergie et toute énergie peut être transformée en masse. Lorsque vous conduisez votre voiture, lorsque le moteur brûle de l'essence pour produire de l'énergie sous forme de mouvement, il le fait en convertissant une partie de la masse de l'essence en énergie. Quand vous m'écoutez aujourd'hui, d'accord, le processus de votre oreille, quand elle entend quelque chose, ou de votre œil qui écoute ou qui voit quelque chose, et le cerveau qui analyse tout ceci, c'est sous-jacent à la perception et à la pensée, repose sur des réactions chimiques qui échangent de la masse en énergie. Donc, voyez-vous que tout notre corps, en fait, quand nous prenons des aliments, ces aliments sont transformés par des réactions chimiques, c'est-à-dire ces masses en des énergies. Donc, cette équation reflète, en fait, cette relation incontournable entre la masse et l'énergie. Mais cette équation est aussi, peut-être aussi, une équation du déluge, parce que si cette équation, elle l'utilise dans un contexte qui n'est pas morale, elle peut produire la bombe atomique. Parce que cette relation, vous voyez, qu'une infime partie, une masse très petite, multipliée avec la vitesse de la lumière au carré, produirait une énergie extraordinaire. Donc c'est vraiment cette équation de l'apocalypse, si réellement on venait à transformer toute cette masse en énergie. Et puis, je passe à autre chose, l'équation de l'amour. Qu'est-ce que ça représente, l'équation de l'amour? L'équation de l'amour que vous voyez ici, c'est l'équation de Dirac. C'est une équation de la mécanique quantique. Cette équation que vous voyez, qui ne donne pas que, peut-être pour vous qui n'êtes pas physicien, ça ne représente rien pour vous, mais ça représente une forme importante dans la mécanique quantique, qui est l'intrication quantique. L'intrication quantique, l'inséparabilité des objets. Ça veut dire, ça implique que si deux particules sont connectées pendant un certain temps, puis ils se séparent, ce qui arrive à l'une continuera à affecter l'autre malgré la séparation. Qu'est-ce que ça veut dire l'intrication quantique? L'intrication quantique, ça veut dire que si vous avez un ami, une amitié avec laquelle vous avez passé un certain temps ensemble, et puis vous êtes séparés, une personne est partie au Canada, l'autre est restée en Algérie. Et puis à un moment donné, vous êtes sur votre sofa en train de siroter un café. Et il y a une pensée qui vous arrive dans la tête. Vous êtes en train de penser à votre ami qui est au Canada. Et puis soudainement, le téléphone sonne. C'est lui. Et vous êtes surpris. Et vous lui dites, « Oh là, je viens de penser à toi et tu m'as appelé. Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est la coïncidence? » Je dis non, c'est de l'intrication quantique. Parce qu'en fait, l'information, quand il a pensé à vous, elle est partie vers vous, elle est arrivée dans votre subconscient sans le savoir, plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc vous, dans votre subconscient, qui n'est pas quelque chose qui est conscient, vous allez appeler votre ami sans le savoir. Et donc, parce que vous êtes mécaniquement, de la façon donc, de la mécanique quantique, intriquement connectés entre vous. Et donc cette équation de l'amour, aujourd'hui, si vous partez dans des pays européens, vous allez voir beaucoup de jeunes qui tatouent cette équation sur leur bras ou qui mettent un t-shirt, d'accord, avec cette équation. Ça veut dire qu'ils sont amoureux. S'ils sont amoureux, et donc cette équation reflète en fait l'inséparabilité. Deux personnes qui s'aiment sont inséparables dans le temps.
Voilà, c'est pour ça que j'appelle l'équation de l'amour. Et puis, cette équation que j'appelle, moi, l'équation des amours, l'équation de la gravitation universelle, c'est-à-dire cette loi de la gravitation universelle, cette force qui agit sur les astres, affirme que tous les corps s'attirent mutuellement par la gravitation. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Cela signifie que si on éloigne les corps l'un de l'autre, en multipliant leur distance par 2, la force d'attraction se trouvera divisée par 4. Plus les objets se séparent, plus les objets deviennent de plus en plus éloignés, plus la force, d'accord, devient de plus en plus faible. C'est-à-dire que deux personnes qui étaient liées ensemble, et si on va les dissocier, si on va les éloigner l'un par rapport à l'autre, l'attractivité qui existe, si on veut, l'envie de l'un par rapport à l'autre va s'atténuer avec le temps. Et ce que je peux dire, loin des yeux, loin du cœur, c'est l'équation du désamour. Et puis ensuite, je reviendrai à une autre équation, les équations du bien et du mal. J'ai appelé ces équations les équations du bien et du mal, ce sont les 4 équations de Maxwell. Maxwell, au XIXe siècle, a mis en place 4 équations extraordinaires. Et cela ne m'étonne pas que Einstein, d'accord, dans son bureau, il avait accroché 2 portraits, en fait, dans son bureau. Le portrait de Newton et le portrait de Maxwell. Et pour lui, c'est les deux plus grands physiciens de tous les temps. Et c'est pour ça qu'il les avait accrochés dans son bureau. Et aussi, il faut le dire, que Einstein avait dit que s'il n'y avait pas cette théorie de l'électromagnétisme de Maxwell, je ne pourrais jamais pu trouver la théorie de la relativité restreinte. Parce que pour lui, cette théorie de la relativité restreinte repose essentiellement sur ces équations de Maxwell. Et donc, ces relations, ces équations de Maxwell nous montrent qu'il y a un lien intime entre le champ électrique et le champ magnétique. Ça veut dire que le champ magnétique et le champ électrique sont associés. Il n'y a pas de... Donc cette association vous dit que je peux trouver une relation entre le champ électrique et le champ magnétique, que par exemple, si j'ai un courant qui passe dans un conducteur, le mouvement de ce courant dans le conducteur produit un champ magnétique autour de lui. Ça veut dire le mouvement d'un champ électrique produit un champ magnétique. Et de la même façon, un champ magnétique en mouvement, c'est-à-dire un aimant en mouvement, produit aussi un courant électrique, donc un champ électrique. Donc ces équations reflètent en fait beaucoup de choses. Alors, la question que nous pouvons nous poser, d'accord, pour les équations de Maxwell de l'électromagnétisme, que représentent ces équations du point de vue donc de métaphore, comme je l'ai fait pour les autres. Et donc c'est pour ça que j'ai dit les équations. Donc si je vais prendre la première équation, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. C'est-à-dire que la divergence du E, le champ électrique, est défini par des lignes de champ. Ça veut dire que ces lignes de champ divergent. D'accord, ils ne convergent pas, ils divergent. Et qu'est-ce que ça veut dire, divergence de E et ρ? C'est-à-dire c'est la concentration, la densité de charge. La densité de charge. C'est-à-dire que plus les charges sont concentrées, plus il y a de charges, plus la divergence devient importante. Et donc plus il y a concentration de charges, plus les charges plus le champ devient divergent. En fait, ça veut dire que vous pouvez trouver dans la nature des charges positives négatives ou des charges positives ou des charges électriques négatives. Et donc de ce fait, dans la nature, on peut trouver des monopoles, c'est-à-dire un champ magnétique dû uniquement à des charges positives ou un champ électrique dû uniquement à des charges négatives. Et donc, il y a la notion de monopole électrique dans la réalité. Alors, qu'est-ce que ça représente, donc, le fait de choses singulières? Donc, ça veut dire que c'est une chose singulière. Je peux trouver de façon singulière
des champs électriques positifs et des champs électriques négatifs. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, si je représente ces charges électriques par des personnes, ça veut dire que des personnes qui ont les mêmes affinités. Donc les personnes qui ont les mêmes affinités, des personnes qui ont des charges de même type. Ça veut dire que ces champs qui sont des gens qui ont le même type, ils peuvent se rassembler dans une association, ils peuvent se rassembler dans une famille, ils peuvent se rassembler dans un parti politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Plus le nombre va augmenter, donc plus la concentration de ces personnes va augmenter, plus qu'est-ce qu'il va se passer? Il va y avoir des divergences. Ça veut dire des divergences d'opinion, des divergences de point de vue. Et donc plus le nombre augmente, plus la divergence va augmenter. D'un autre point de vue aussi, je peux l'expliquer devant Fons, en disant que c'est le désir. Qu'est-ce que ça veut dire le désir? Ça veut dire que quand on désire quelque chose, et on a envie de quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Plus on va se rapprocher de cette chose, plus cette chose devient importante. Je vais dire par exemple, moi, je désire un millefeuille, je raffole des millefeuilles, et donc j'ai envie d'un millefeuille. Et puis ce désir de vouloir le millefeuille, si vous allez à une pâtisserie et vous allez voir le millefeuille, et si vous voyez un gâteau de millefeuille, vous voyez une tarte de millefeuille, vous êtes plus attiré par la tarte de millefeuille que par le millefeuille. Donc plus vous vous rapprochez, plus cette envie augmente, plus ce désir va augmenter dans votre vie. Et donc ça, c'est important pour nous, parce que cela reflète quelque chose d'important. Ça veut dire que la divergence va augmenter, plus la chose devient plus importante. Donc, pour moi, cette équation représente donc ce que je dis dans la vie. La divergence du désir est proportionnelle à la quantité d'objets de désir. Dit autrement, un objet de désir peut exister seul, et de par sa seule présence, il peut susciter une force d'attraction ou de répulsion. Donc, comme je l'ai mis dans la première équation de Maxwell. La deuxième équation de Maxwell, divergence de B égale à 0. C'est-à-dire que la divergence du champ magnétique est égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, la divergence du champ magnétique est nulle? Ça veut dire qu'il ne peut pas exister de monopôle magnétique. Je ne peux pas avoir un pôle nord tout seul et un pôle sud tout seul. Ils sont toujours associés, le pôle nord est toujours associé au pôle sud. Jusqu'à présent, on n'a pas encore découvert des pôles magnétiques, des monopoles magnétiques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous coupez un aimant en deux, vous ne pouvez pas séparer le nord du sud. Il y a toujours le nord qui se refait et le sud qui se refait. Et vous avez le nord et le sud. Qu'est-ce que ça représente dans la vie? Eh bien, ça représente le bien et le mal. Vous ne pouvez pas avoir le bien tout seul et le mal tout seul. Le bien est toujours associé par rapport au mal. Ça veut dire parce que c'est le bien tout seul, vous ne pouvez pas le trouver dans notre vie. Le mal tout seul, vous ne pouvez pas le trouver dans le vide. Ils sont toujours là, le mal et le mal et le vide. Et puis il y a un équilibre, donc cette divergence est égale à 0. Ça veut dire qu'ils sont toujours là, ça veut dire qu'ils s'équilibrent, et c'est ça la beauté de notre monde. Donc c'est justement cette équation du monde. Donc je ne vais pas rentrer pour les autres termes, ça sera plus compliqué, mais... Et puis je reviens à une autre équation, que j'ai appelée l'équation du narcissisme. Narcissisme, ça veut dire quoi? C'est cette équation de la réflexion. C'est-à-dire quand vous avez un milieu totalement réfléchissant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'angle d'incidence est égal à moins l'angle de réflexion. C'est les reflets. Quand vous regardez dans un miroir, vous voyez parce qu'il y a le reflet qui revient vers vous. Ça décrit donc le rayonnement lumineux se comporte lorsqu'il arrive sur une surface réfléchissante. Elle nous dit que trouver le rayon réfléchi par un miroir, il suffit de prendre le symétrie. Donc ça nous dit comment on peut déterminer l'image juste à travers son symétrie. C'est ça qui fait que nous fabriquons des miroirs, nous fabriquons des appareils photo, nous fabriquons beaucoup de choses. Cette équation a été trouvée par Euclide, en fait. C'est Euclide qui a trouvé
Donc vous voyez, elle est très ancienne, cette équation qui est trouvée par Euclide, qui nous donne ceci. Et puis le reflet. Pourquoi je l'ai dit, l'équation du narcissisme? Cela me rappelle une histoire de la Grèce antique, où on dit que Narcisse, tous les jours, il traversait la forêt pour venir vers un lac, pour observer la beauté, sa beauté sur le reflet de ce lac. Et puis, chaque jour, il venait vers ce lac, il s'abaissait pour pouvoir avoir cette relation, d'accord, de θr égale θi, pour pouvoir voir exactement son image sur le reflet, d'accord, fait par la surface du lac. Et puis un jour, il s'abaissa tellement qu'il est tombé dans le lac. Et il ne savait pas nager, il se noya et il mourut. Et un jour, Oréade, qui est la déesse de la forêt, qui vient vers le lac, et elle lui dit « Ah, tu as de la chance. Moi, je lui courais tous les jours. Après lui, Narcisse, dans la forêt, je ne l'attrapais pas. Mais toi, il venait tous les jours vers toi pour observer sa beauté. Est-ce que tu as remarqué sa beauté ?» Et lui, le lac lui dit « Oui, il nous manque, mais je n'ai pas remarqué sa beauté. Comment se fait-il que tu n'as pas remarqué sa beauté ?» Et le lac lui reprit qu'à chaque fois qu'il voyait qu'il descendait sa tête pour regarder sa beauté sur le reflet de mes eaux, c'est moi, le lac, qui regardait ma beauté sur le reflet de ses yeux, le reflet. Donc c'est le narcissisme, quand on a cet aspect de vouloir nous regarder dans un miroir. Donc je l'ai appelé l'équation du narcissisme. Et puis l'équation de la conscience. Cette fameuse équation de Schrödinger. C'est l'équation de Schrödinger, vous savez tous, elle est aussi compliquée que vous la voyez, d'accord? Elle est bien la première à proclamer haut et fort que la matière se comporte tout autrement que ce que nos sens nous l'indiquent. Ça veut dire qu'elle met en doute aujourd'hui la réalité que nous observons. Est-ce que la réalité que nous observons est celle qui est vraiment cette réalité qui existe dans cet univers? Ou est-ce que la réalité, c'est nous qui la fabriquons, juste en l'observant? Et en l'observant, c'est quoi? C'est notre conscience. Est-ce que ce n'est pas notre conscience qui fait que ce monde existe? Mais puisque nous avons les mêmes sens, puisque nous avons le même type de cerveau, puisque nous avons le même type de construction de notre conscience, donc nous avons tous la même conscience, et nous avons tous la même image à travers nos sens de ce monde-là. Le fait que nous représentons tous la même image individuellement, ça veut dire que cette image individuelle devient une image de groupe et elle devient cette image de la réalité que nous nous faisons tous, nous, êtres humains. Donc la réalité n'est juste qu'une fabrication de notre conscience. Et donc la mécanique quantique établit ceci. Elle établit en fait que le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous proclamons que c'est la réalité, ne peut être peut-être qu'une illusion, parce que le monde, si nous ne le regardons pas, peut être différent que le monde que nous regardons. Le monde d'un humain qui existe sur la planète Terre peut être différent d'un être qui vit dans une autre galaxie et qui regarde notre galaxie différemment parce que leur sens, leur conscience est différente de la nôtre. Et donc peut-être ils ne nous voient pas. Et c'est pour ça aussi que nous ne voyons pas ce qui existe dans les autres univers, parce que notre conception de la conscience est différente de la conscience d'autres êtres. Et puis, donc, je reviens à la dernière équation, à cette équation, d'accord, que j'appelle le principe, pas d'incertitude, comme le disent certains, mais le principe d'indétermination de Heisenberg. Heisenberg, prix Nobel aussi de physique. Le principe d'indétermination de Heisenberg, ainsi, ça veut dire que si nous voulons mesurer la vitesse, en même temps que mesurer sa position, il est impossible de mesurer la vitesse et la position avec la même précision. Ça veut dire que si je mesure un, j'ai une indétermination dans la mesure de l'autre, d'accord? Et il y a donc une petite erreur dans la mesure de l'un et de l'autre simultanément.
Donc ça veut dire que la connaissance de l'un, d'accord, nous induit automatiquement à une méconnaissance de l'autre. Ça signifie quoi en fait? Ça signifie qu'il y a certaines choses dont on ne peut jamais être sûr. Il y a certaines choses dont on ne peut jamais être sûr dans la vie. Et elle implique plutôt qu'on ne peut jamais être sûr de tout. Que si nous revoyons ceci, ça veut dire que pour un être humain, certaines choses, il ne peut jamais être sûr de leur existence. Pour certaines choses, il ne peut être jamais sûr que c'est la réalité, que c'est la vérité. Pour certaines choses, il ne peut pas être sûr de l'exactitude de leur valeur. Mais cette équation veut plus dire, pas de l'incertitude, mais de l'indétermination. Mais elle dit encore plus, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais être sûr de tout. On ne peut pas être sûr de tout. On peut être sûr que d'une partie de quelque chose. Et ceci, il est en parfaite adéquation avec le théorème d'incomplétude de Gödel. Donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire en fait dans la vie? C'est notre ego. Cette équation reflète fondamentalement notre ego. Parce que c'est quoi notre ego? Il désigne le moi, c'est-à-dire la représentation et la conscience de tout individu à lui de lui-même. Parce que pourquoi? Parce que certaines personnes ont une représentation de nous. Mais nous avons notre ego, notre représentation de nous-mêmes. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, ce que nous pensons de nous-mêmes peut ne pas être ce que pensent les autres gens de nous-mêmes. Donc, il y a une indétermination entre ce que nous pensons, nous, de nous-mêmes, et ce que les autres gens pensent, eux, de nous-mêmes. Donc, voilà. Je vous ai raconté quelques histoires, je vous ai raconté quelques histoires de certaines équations. J'ai essayé de faire des métaphores sur ces équations mathématiques et notre vision philosophique de ces équations. C'est une vision philosophique, une approche philosophique de ces équations, et aussi de vous montrer la beauté de ces équations, que la beauté d'une équation n'est rien d'autre qu'une expression mathématique, mais dans l'expression mathématique qui est la plus esthétique, la plus simple, et là qui a la plus d'utilité et de signification dans notre monde. Voilà, j'espère que cette première histoire, cette premier voyage dans l'univers de la physique, par cette série que j'ai dit, la physique comme on ne nous a jamais été racontée, et qu'elle vous a plu. Et à la prochaine, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt et bon courage dans la compréhension de cette vision philosophique de la physique et de ses équations. Merci.